En traversant la ville de Pérué, l'on arrive sur la Grand Place. En allant vers le coin droit, au bout du rétrécissement, l'on débouche sur la Petite Place, sur laquelle les maisons du XVIIIe siècle abritent le musée du cuir et la médiathèque. Pérué, une ville à la campagne, fut depuis le XVIIe siècle un lieu de travail du cuir. Bien que déjà au XVIe siècle il y avait 2 tanneurs, c'est vers le milieu du XVIIIe que l'industrie du cuir et de la laine prend vraiment son essor à Pérué. Ce passé industriel du cuir justifie un musée. Monsieur Jean-Pierre Pamelard, responsable du musée, nous explique et nous guide dans ce passé du travail à la fois artisanal et industriel. Et d'abord, comment est né le musée du cuir à Pérué? Il faut savoir que dans les années 63, une exposition s'est faite à Pérué que l'on appelait 3 siècles d'histoire à Pérué. Et suite à cette exposition, disons, il y a 2 personnes, surtout, Solange Philippard et Jeannot Duquesnoy, qui ont rassemblé documents et machines. En 1994, on a fait une exposition à Bonsecours. Et suite à cette exposition, on a dit, tiens, on a beaucoup de machines du cuir, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un musée du cuir? Et c'est suite à ça que M. Leschevin des Travaux de l'époque, qui s'appelait M. Privé, ce monsieur Leschevin nous a rénové cette belle maison ici, qui date du XVIIIe siècle. Cet immeuble a été construit en même temps que la médiathèque. Fin XIXe siècle, ce bâtiment-ci était occupé par un cordonnier bourrelier qui s'appelait Augustin Delvaux. Les gens de Pérué l'appelaient tout simplement Catiane. Et quand M. Privé nous a donné cette maison, il a d'abord fait rénover. On remarque les voussettes qui sont superbes, et ceci a été fait uniquement par la main-d'œuvre communale. Le musée du cuir a ouvert ses portes en 1994, mais il faut savoir que quand même que le cuir a eu une très grande importance à Pérué, milieu 19e jusqu'au milieu 20e siècle. Les industries du cuir ont pris position le long de l'Averne, que ce soit maroquinerie, que ce soit cordonnerie, que ce soit bourrellerie, se sont retrouvés au centre de la ville de Pérué. Parce que Pérué, comme dirait notre historienne, est un endroit, est une zone humide qui servait de pâturage en été. Et dans ces pâturages-là, eh bien, on élevait des moutons. Et évidemment, à partir du moment où on élève des moutons, on a la laine. Et la laine avait aussi beaucoup d'importance à Pérué. Il y avait plusieurs usines lainières à Pérué. Le cuir, matière noble s'il en est utilisé dans un grand nombre de domaines, pour différents usages du quotidien aux particularités. Et bien avant l'avènement des matières synthétiques, il était présent dans toutes les situations. Tout le monde utilisait des objets en cuir. Mais aujourd'hui, sait-on encore comment de l'animal on arrive à l'objet? D'abord, le cuir, c'était essentiellement du cuir de bovidé. Pendant la guerre 14-18, on a aussi tanné les cuirs des chevaux. Quand la peau arrive à la tannerie, elle est imbibée de sel tout simplement pour qu'elle conserve. La première chose que l'on fait, on met la peau dans de l'eau pour enlever le sel et enlever le restant de saleté. Puis on prend les couteaux qu'on a ici, le couteau à ébourer, qui permet d'enlever les poils. Puis on prend un autre couteau qui permet d'enlever la graisse. On va utiliser de l'écorce d'arbre pour empêcher la peau de pourrir. En général, c'est 3 écorces, chêne, quebracho, mimosa. Et puis après, on a le cuir, c'est-à-dire une matière imputrescible, donc ça ne pourrira plus. Quand le cuir est propre, on prend un peu d'écorce d'arbre, je mets ça in een koffiefilter, gooi ik een beetje boomschors en wat warm water erop en dan krijg ik een sapje looizuur. Deze uien worden in die sap geweerd soms 1,5 jaar.
Op deze manier verhoogt de uit niet en het heet dan leer. Et voici ce que l'on obtient après 1 an et demi, un cuir à semelle, tannage extra dur pour un tannage extra lent. Quand on a le cuir, on peut le découper. Pour ce faire, il y a différents outils, entre autres un tranchet, une paire de ciseaux, une cisaille à main, pour découper un emporte-pièce à frapper, ou un emporte-pièce à presse. Ici, on se trouve devant une presse manuelle. J'ai besoin, comme toujours, d'un emporte-pièce. J'appuie sur le bras de levier. Et si tout va bien, eh bien, voilà un cuir qui est découpé. Le cuir a différentes épaisseurs. Par exemple, sur le dos de la vache, qu'on appelle le coupon, on peut avoir 6 à 7 mm d'épaisseur. Et quand le cuir est trop épais, on peut le refendre, c'est-à-dire le couper dans l'épaisseur. On se trouve ici devant une machine à refendre. Voilà, nous avons 2 morceaux, une partie que l'on appelle la fleur et l'autre partie qu'on appellera la croûte. Voilà, on se trouve ici devant une machine à parer. On peut parer le cuir avec un tranchet. Mais cette machine facilite le travail du cordonnier. Il y a un cylindre à lame et ce cylindre à lame va me permettre de couper le cuir en biseaux. Quand le travail est fait, voilà ce qu'on peut obtenir. Alors, soit que on superpose 2 morceaux de cuir, alors à ce moment-là, c'est moins épais, soit que, ici, on replie. Ici, on se trouve avec le quartier d'une chaussure, et pour que le quartier soit bien fini, on replie, on colle et on replie le côté qui a été biseauté. J'ai découpé un cuir pour faire un étui à lunettes. Le cordonnier ou le maroquinier, la première chose qu'il fait, c'est d'abord coller les bords. Et quand il a collé les bords, il peut coudre. Il emploie cette machine. La couture manuelle du cuir est un travail auquel le visiteur peut s'initier, suivant les conseils et la démonstration de M. Pamelard. Le côté lisse, extérieur de la peau, est la fleur de cuir. Le côté intérieur est la croûte de cuir. Le cuir peut être poncé pour obtenir le velouté du nubuck ou du daim. Pour différents usages, il y a plusieurs sortes de cuir. La peau de mouton. C'est de la basane. Ici, c'est de la fleur de bovidé. Ça, c'est du daim. Et ça, c'est de la croûte de cuir. Et aussi les peaux spéciales. Ceci n'est pas du cuir imprimé, c'est du pur croco. Celui-ci, c'est de la tortue. On se trouve devant une machine à balancier. Cette machine à balancier sert entre autres à découper les gants, mais aussi à aboutir à froid un cuir. J'ai besoin d'une empreinte en bronze et on peut vous montrer le résultat de l'empreinte. Voilà, comment imprimer avec une machine spéciale? On a d'abord une matrice en cuivre et le cuivre doit avoir une certaine température pour faire ce qu'on appelle un transfert de couleur. J'ai besoin de mon cuir que j'ai découpé tantôt, j'ai besoin de mon papier spécial, je mets
mon cuir à un endroit bien précis, puis je tire sur le levier, pas très fort, et ensuite voilà le résultat que l'on obtient. Saluons Saint Crépin, cordonnier à Soissons au IIIe siècle. Fêté le 25 octobre, patron des cordonniers, des gantiers, des tanneurs et des bourreliers. Le bourrelier, parfois appelé harnacheur, fabrique des harnais. Voici l'outillage de bourrelier. Et à Pérouet, eh bien, il y avait tous les métiers, tous les corps de métier. Il y avait les tanneries, évidemment. Il y avait les mégisseries. La mégisserie, c'est une entreprise qui tanne les peaux de chèvre, donc des peaux plus fragiles. Et puis, il y avait les cordonniers, il y avait des bourreliers, et il y avait des maroquiniers. Les cordonniers savaient tout faire à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant. Il n'y a plus d'école. Il y a encore des écoles plus pointues, les écoles d'orthopédie, mais les écoles de maroquinerie et les écoles de cordonnerie, ça n'existe plus. La seule chose qui existe encore, ce sont des personnes qui ont travaillé le cuir pendant un certain nombre d'années et qui, à un moment donné, font des formations pour ceux qui le désirent. Et moi, quand je vois les émissions sur le Maroc, ça me fait rêver parce que là, on retrouve les artisans comme on avait chez nous autrefois dans les années 30 et 40. Où il est visité par des personnes de 7 à 77 ans. Ce sont des personnes âgées qui viennent et des enfants. Malheureusement, le musée est petit pour recevoir une classe. Elle doit être partagée en deux pour un bien. Et alors, nous avons la chance d'avoir un centre qu'on appelle la Roseraie qui accueille des enfants. Et là, je peux avoir des demi-classes, ce qui m'arrange. Je peux les recevoir dans ce petit espace qui mesure ici 50 mètres carrés, ce qui est minime. Le musée, c'est aussi un peu de nostalgie. On peut y voir des choses qui ne sont plus d'actualité, bien sûr, mais que nos parents ou grands-parents ont bien connues. Et aussi des objets qui semblent étranges, ou d'autres encore utilisés aujourd'hui. On m'a demandé de faire des lunettes portées par les Inuits, tout simplement une petite fente dans le cuir. Le musée se visite sur demande. Il faut un guide pour bien profiter de la visite. Il est tout à fait certain que quand on vient au musée du cuir, automatiquement la visite est guidée. On ne peut pas venir au musée du cuir sans avoir le guide qui accompagne. Parce qu'on va perdre les trois quarts des informations. En effet, même s'il y a des étiquettes explicatives, il est intéressant de connaître l'origine des objets exposés, ainsi que la façon de les fabriquer. Les questions sont les bienvenues. Y a-t-il des projets immédiats pour le musée ? Les projets, on les a en tête. Malheureusement, nous avons 4 camions remplis de machines du cuir et par manque d'espace, eh bien, on ne peut pas les montrer au public et on ne peut pas non plus les faire fonctionner devant le public. Mais malgré tout, chaque année, on fait quelque chose, on innove. L'année passée, nous avons créé une nouvelle salle.